ce sentiment qui nous rassure, nous fait tourner la tête et nous submerge, c'est l'amour. L'amour, c'est du bonheur, du chagrin, de la jalousie, du désir sexuel. Et sous cette forme, il est caractéristique de l'être humain. C'est passionnant de comprendre pourquoi, chez l'homme, l'amour s'est développé avec une telle intensité. Il est important de ne pas réduire l'amour à la relation passionnelle. Il est présent dans nos interactions quotidiennes. On a tendance à considérer l'amour comme une expérience essentiellement passive. On pense qu'il s'en va comme il est apparu, malgré nous. C'est très immature et irresponsable. Pour qu'une relation fonctionne, il faut comprendre comment fonctionne l'amour. C'est précisément ce que la science aimerait découvrir. Comment naît l'amour et que déclenche-t-il dans notre cœur et notre cerveau? Et d'ailleurs, comment aimer une même personne tout au long d'une vie? L'amour nous accompagne tout au long de l'existence et il nous est offert à la naissance. L'amour parental est inconditionnel. Il n'exige rien en retour. Qu'on soit mère ou père, c'est plus fort que nous. La vue du bébé déclenche une réaction dans notre cerveau. Plus que tout, une mère ressent le besoin d'être présente auprès de son bébé. Elle est biologiquement programmée pour se dévouer au bien-être de son enfant. En effet, un bébé humain ne peut survivre sans l'attention de ses parents. Leur amour lui est nécessaire, au même titre que boire ou manger. C'est ce qu'ont démontré de sinistres expériences dans les années 1950 et 60. Des bébés macaques rhésus, séparés de leur mère à la naissance, étaient confrontés à deux mères de substitution. L'une en fil métallique et pourvue d'un biberon, l'autre recouverte d'un tissu doux comme un nounours, avec un visage mais pas de lait. Le petit allait rapidement boire auprès de la maman grillage, mais sitôt rassasié, la délaissait pour passer l'essentiel de sa journée auprès de la maman peluche. Tous les singes éloignés de leur mère naturelle présentaient de graves troubles relationnels à l'âge adulte. L'importance vitale de l'attachement était démontrée. Désormais, chez les bébés humains, la qualité de l'attachement peut être mesurée de manière beaucoup moins cruelle grâce à un test salivaire. Un enfant stressé ou anxieux sécrète du cortisol, l'hormone du stress. Yona et sa maman Ilke participent à l'expérience dite du visage impassible. Pendant 2 minutes, la mère va ignorer son enfant et ne plus réagir à ses initiatives. La mère se retourne brutalement, puis prend un visage figé et inexpressif. L'enfant va remarquer que sa maman ne réagit plus à ce qu'il fait. C'est un facteur de stress pour lui, et on va pouvoir observer comment il gère cette situation. Il commence à s'impatienter et à s'énerver légèrement du manque de réaction de sa maman. Quand la mère est très sensible aux affects de l'enfant, il va comprendre qu'elle est là pour lui quand il est triste ou en colère. Et surtout, ça lui donne confiance en lui pour plus tard. Il aura plus de facilité à demander de l'aide aux autres. Des études ont montré qu'il y avait un lien entre l'interaction précoce de la mère à l'enfant et la sécurité affective ultérieure. Ainsi,
notre capacité relationnelle future se construit dès la première année de vie. L'amour maternel est certes programmé biologiquement, mais certaines mères ne parviennent pas à le ressentir, notamment en cas de dépression postpartum. Quels facteurs influent sur le lien mère-enfant? Au CHU d'Heidelberg, les chercheurs déterminent le degré d'affection à l'aide d'un scanner cérébral. Pour mesurer l'amour ressenti, ils utilisent comme jauge le niveau d'activité du système de récompense dans notre cerveau. Super, wenn Sie bereit sind, starten wir die Neurofeedback-Aufgabe. Ich bin bereit. Gut, dann geht's gleich los. Pendant l'examen d'IRM, la mère voit défiler des images de sa fille. Une jauge lui indique également le degré de stimulation de son système de récompense. Cette méthode, appelée neurofeedback, permet à la mère de visualiser son amour maternel. La jauge passe dans le vert, ce qui est la réaction caractéristique d'une mère qui possède un bon attachement. Sans cela, ce serait beaucoup plus compliqué pour elle. Et c'est là qu'intervient le neurofeedback, qui repose sur l'idée qu'on peut s'entraîner à faire fonctionner les zones trop peu actives de notre cerveau. En suivant l'activité de son cerveau en direct, la mère apprend à travailler ses sentiments et elle voit le résultat s'afficher instantanément. Elle peut ainsi s'entraîner à aimer. C'est une question d'exercice, comme pour un muscle. La mère assimile des stratégies pour activer son système de récompense, jusqu'à ce que ça vienne automatiquement dès qu'elle voit une image de sa fille. Apprendre l'amour, c'est possible grâce à la biologie de notre cerveau. Nous pouvons agir sur la libération des neurotransmetteurs qui pilotent nos sentiments et nos émotions. L'idée que des mécanismes aussi complexes que l'attachement ou le lien à l'autre puissent aussi être influencés par la psychobiologie m'a toujours fascinée. Et je continue à trouver ça captivant. Les scientifiques se passionnent pour une hormone en particulier, l'ocytocine. C'est elle qui rend possible l'amour. On peut l'administrer sous forme de spray nasal, mais surtout, c'est le corps lui-même qui en produit. L'ocytocine est une neurohormone sécrétée dans le cerveau. Cette substance chimique fait naître le sentiment amoureux, d'où parfois son surnom d'hormone du câlin. Diffusée à travers la circulation sanguine, son message chimique prépare le corps aux sentiments affectifs, à la tendresse et à la confiance. Découverte en 1906, l'ocytocine a d'abord été reconnue pour son action sur les contractions utérines. On a par la suite constaté qu'elle stimulait aussi l'émission du lait maternel. On sait aujourd'hui que l'ocytocine favorise l'amour des parents pour leur enfant et qu'elle est la clé de l'attachement. Pour certains chercheurs, elle assure même la survie de l'espèce en favorisant le lien social. Elle n'est pas spécifique à l'homme et on la retrouve aussi bien chez les vers, les fourmis ou les rats. C'est très difficile d'étudier le rôle psychologique de l'ocytocine chez l'humain. Nous ne savons pas ce qui se passe dans le cerveau. Donc, il nous faut un modèle. Et le meilleur modèle ici, ce sont les animaux grégaires. Dans cette expérience, les chercheurs peuvent activer et désactiver les effets de l'ocytocine dans le cerveau de ces rats de laboratoire, avec des conséquences significatives sur leur comportement social. Quand on stimule la production d'ocytocine, ils deviennent plus sociables et interagissent en permanence, parce que leur cerveau sécrète de l'ocytocine. Odeur, caresse, étreinte, on connaît encore mal ce qui influence la sécrétion de l'ocytocine. Ce qui est certain, c'est que sans elle, les rats ne pourraient pas vivre en société. Et les humains ne tomberaient pas amoureux. L'ocytocine, ce sont les papillons dans le ventre et le cœur qui bat la chamade. Un coup de foudre, c'est une véritable explosion hormonale. Le cœur
est particulièrement sensible aux effets de l'ocytocine. Des études récentes montrent qu'il peut même en produire. Mais c'est dans le cerveau que les altérations biochimiques sont les plus violentes. À tel point qu'un amour passionnel peut être comparé à un trouble psychotique. Dans notre organe de pensée si sophistiqué, l'état d'urgence est décrété. Ce qui fait dire à la neurobiologiste Lucy Brown qu'au-delà d'un sentiment, l'amour est un besoin corporel irrépressible, un peu comme la faim ou la soif. Et cette pulsion éteint la pensée rationnelle, du moins pour un temps. La zone frontale du cerveau est constamment en train de jauger. Il suffit que vous croisiez une personne dans la rue pour relever une foule de choses au passage. Ses chaussures, sa démarche, la longueur de ses cheveux, ses particularités. Nous émettons en permanence des jugements de valeurs sociaux. Mais quand on observe l'activité cérébrale de personnes qui sont dans les toutes premières phases d'un amour passionnel, on constate que cette zone frontale est désactivée. Face à la personne aimée, le jugement social est court-circuité. Le sentiment amoureux active les aires archaïques de notre cerveau. Elles produisent des neurotransmetteurs et des hormones qui influent si fortement sur notre comportement que l'amour en devient incontrôlable. Cette désactivation du bon sens peut sembler aberrante pour l'évolution de l'espèce. Mais le biologiste de l'évolution Thomas Juncker nous rappelle que sans amour, l'être humain aurait peut-être déjà disparu depuis longtemps. Pour la biologie de l'évolution, la chose est entendue. L'amour entre hommes et femmes est né pour le bien des enfants. Même dans les communautés de chasseurs-cueilleurs, il fallait bien compter 3 à 5 ans avant que l'enfant soit à peu près en mesure de suivre le groupe. En attendant, il fallait que les hommes subviennent à tous leurs besoins élémentaires. Et pour ça, il fallait un lien affectif, autant avec l'enfant qu'avec la mère. Mais pourquoi elle? Pourquoi lui? Qu'est-ce qui nous attire chez l'autre ou nous repousse? Notre œil est un scanner hyper rapide. En un clin d'œil, l'autre est sondé. Âge, état de santé, humeur, origine sociale. Il existe chez les femmes des signaux biologiques auxquels peu d'hommes en général savent résister. Des traits symétriques, de grands yeux, des lèvres charnues, le front haut et bien sûr des courbes féminines. Les femmes, elles, seraient sensibles à un menton bien dessiné, des épaules larges et des hanches étroites, le statut social étant parfois une valeur ajoutée. Et en dernier lieu, il faut que la chimie opère, en l'occurrence l'odeur. Et celle-ci n'est pas aussi manipulable que l'apparence physique. Le nez est-il un organe incorruptible? Ce couple participe à une expérience. Chacun des deux étudiants a apporté le t-shirt qu'il portait la nuit précédente et va se voir présenter 5 t-shirts d'inconnus en plus de celui de son partenaire. Tous deux devront ensuite noter quelles odeurs leur semblent les plus attirantes. L'être humain est capable de flairer le système immunitaire de ses congénères et il choisit en règle générale un partenaire dont le système est différent du sien. La nature assure ainsi le bon mélange des défenses immunitaires d'une future progéniture. Mais la neuropsychologue Ilona Croy a voulu vérifier si nous préférions systématiquement des odeurs différentes de la nôtre. Elle a fait sentir différentes barboteuses à de jeunes mères, dont celle de leur propre bébé. Résultat, une maman préfère l'odeur de son propre bébé, qui a la même que la sienne. Mais cela change avec l'entrée dans la puberté.
À la puberté, il se passe manifestement quelque chose avec l'odeur corporelle. Notre hypothèse est que ce changement est provoqué par l'apparition des hormones sexuelles. À partir de ce moment-là, la mère, tout comme le père, commence à beaucoup moins apprécier l'odeur de leur progéniture. Nous sommes d'ailleurs en général assez peu attirés par des personnes qui sont proches de nous génétiquement. Il s'agit là d'un phénomène probablement très puissant dans l'évolution, puisqu'il nous conduit à chercher des partenaires extérieurs à notre groupe. L'étude confirme également l'hypothèse que les femmes flairent mieux les différences génétiques que les hommes, moins doués pour détecter les odeurs. L'homme ne juge pas selon des paramètres génétiques. Ça lui est plutôt indifférent. Ce qu'il aime bien, c'est sa partenaire, c'est-à-dire l'odeur qui lui est familière. Et ce phénomène est d'autant plus prononcé que la relation est ancienne. Ce n'est rien de plus qu'une habituation. C'est donc grâce à la femme que le couple aura un patrimoine génétique complémentaire. Sauf si elle prend la pilule. Une étude antérieure avait déjà montré que les femmes qui prennent la pilule n'évaluent plus de la même manière la ressemblance génétique d'un homme. Et notre propre étude n'a fait que le confirmer. Les femmes qui prennent la pilule ont un comportement à rapprocher avec celui de l'homme. Les similarités passent pour elles au second plan. Les chercheurs ne sont pas encore en mesure de dire quelles conséquences la pilule pourrait avoir sur le choix du partenaire à long terme. Le premier baiser est un moment décisif du processus de sélection. De nombreuses femmes affirment pouvoir évaluer dès ce baiser si le partenaire convient à une relation longue. Dans l'échange d'un baiser, on échange aussi toute une série d'informations biologiques. En un éclair, le cerveau répond à bon nombre de questions. Quel est le goût de l'autre? Son odeur? Ce baiser est-il tendre ou nerveux? Pendant ce temps, la sécrétion d'hormones du bonheur suscite un état d'euphorie et l'homme transmet de la testostérone à travers sa salive, ce qui donne envie d'aller plus loin. Le sexe booste l'amour. Les hormones du plaisir inhibent la peur et le stress. La pression artérielle et la fréquence cardiaque augmentent, comme lors d'une activité sportive. C'est pourquoi le sexe est bénéfique pour le système cardiovasculaire. Il renforce également le système immunitaire qui entre en contact avec des fluides corporels étrangers. En somme, le sexe, c'est beaucoup plus que de la procréation. Il ne faut jamais oublier que l'être humain a beaucoup plus de rapports sexuels que d'enfants. Le ratio doit être de 1 pour 1000. Ce qui suggère bien que la procréation n'est pas l'unique raison d'être de la sexualité. C'est la manière la plus intense d'apprendre à se connaître. Et pour peu que ça débouche sur une vraie relation, le désir et le plaisir commun contribuent à stabiliser cette relation. Depuis des millions d'années, la rencontre d'un partenaire adapté relevait plus ou moins du hasard. Mais cela est en train de changer. De plus en plus d'hommes et de femmes se rencontrent désormais sur des plateformes virtuelles, plutôt qu'en soirée, dans un bar ou sur le lieu de travail. Dans notre monde numérique, la recherche de l'âme sœur ne pouvait échapper aux mailles des réseaux. Bianca et Marc se sont rencontrés sur Internet et forment un couple depuis maintenant 14 ans. Bianca travaillait beaucoup et sortait peu. Marc était en poste à l'étranger et voulait absolument revenir à Hambourg. À Hong Kong, je me suis dit que j'aurais du mal à rencontrer quelqu'un. Donc je me suis inscrit sur le site de rencontre avec le code postal d'Hambourg.
J'avais été en couple pendant presque 10 ans et Marc avait aussi eu une histoire longue. On connaissait les erreurs à éviter. Mon couple avait capoté parce qu'on n'avait pas les mêmes attentes au sujet des enfants ou de la réussite professionnelle. C'est grâce à un homme, qui vit lui aussi à Hambourg, que Bianca et Marc se sont trouvés. Hugo Schmalle s'était dit « Il ne faut pas laisser faire le hasard dans les choix professionnels et amoureux ». Il a d'abord conçu un test d'orientation professionnelle et plus tard, un test de personnalité pour un site de rencontre. Je suis parti du principe qu'au lieu de chercher la femme idéale à tout prix, il fallait avant tout ne pas se fourvoyer. C'est d'ailleurs un principe assez général. Plutôt que de vouloir décrocher la lune, tâchons surtout de ne pas faire d'erreur. Le questionnaire d'affinité, développé par Hugo Schmalle, veut cerner les traits de caractère qui entrent en jeu dans une relation harmonieuse. Pour connaître mes désirs, je dois savoir qui je suis. On crée pour chaque personne un profil de partenaire. Le questionnaire permet de déterminer nos traits de caractère et goûts personnels. Certaines images et questions semblent à première vue obscures. Par exemple, il nous est demandé si le chagrin amoureux a des répercussions sur notre appétit. Manger est une passion. Grossir ou maigrir, c'est passionnel. Quelqu'un qui ne maigrit ou ne grossit pas à la suite d'un chagrin amoureux n'est pas une personne très passionnelle. Et selon Hugo Schmalle, deux êtres doivent être également passionnels pour s'accorder. Mais peut-on vraiment calculer une chose aussi complexe que l'amour ? Par la suite, que l'étincelle prenne ou pas, ça dépend évidemment de chacun. Nous augmentons les chances que ça marche, disons-le comme ça. La voie est virtuelle, mais l'amour reste ancré dans la réalité. Marc et Bianca ont échangé emails et messages pendant des semaines avant leur première rencontre en chair et en os. C'était à l'aéroport de Hambourg. Je portais un superbe costume doré. Non, argenté, que Bianca a adoré. Tu es venu vers moi et tu m'as tout de suite embrassé. C'était quand même un peu... Évidemment, on se connaissait depuis longtemps. C'était un peu trop pour moi, mais bon. On se connaissait très bien. Du moins, on le pensait. Humainement, oui. Donc, pour moi, il n'y avait pas à tourner autour du pot. Je me suis dit que si le physique collait, le goût, l'odeur, je ne voyais pas pourquoi on devait attendre 10 000 ans pour nous marier et avoir des enfants. De ce côté-là, j'étais largement en avance sur Bianca. C'est sûr, je n'en étais pas encore là. Ça allait beaucoup trop vite pour elle. Au début, il y a eu des doutes. Ce n'était pas exactement comme je me l'étais imaginé. Mais je me suis accrochée parce que je savais qu'humainement, ça collait. Et ça colle toujours. Marc et Bianca ont désormais 3 enfants et savourent leur vie de famille. Un algorithme qui a conduit au bonheur. Quelques chercheurs ont commencé à s'intéresser aux rencontres en ligne et à leurs conséquences sur l'amour. C'est le cas de la sexologue Mélanie Büttner. Quand je rencontre quelqu'un dans une boîte de nuit ou chez des amis, je vais percevoir beaucoup de choses de cette personne. Son apparence, sa posture, ses mouvements, ses mimiques, sa manière de parler, peut-être même son odeur. Je perçois l'autre par tous mes sens, sans même forcément lui avoir adressé la parole. Tout ça, ça disparaît dans les rencontres en ligne. C'est pour ça qu'on dit souvent que les sites de rencontres transforment des êtres tridimensionnels en données binaires. Mais si la technologie moderne a bousculé la manière dont nous nous rencontrons, des modèles de vie aussi ancestraux que le mariage ont toujours la cote.
Le mariage reste tendance. Les unions étaient en baisse constante depuis 1950, mais depuis le début des années 2000, leur nombre est stable. On observe même depuis peu qu'il y a moins de divorces. Ce qui montre que l'idéal d'une relation stable, institutionnalisée, reste bien ancré. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Au Japon, l'anonymisation croissante de la société et la fatigue relationnelle ont généré une mode inédite, les solo weddings, les mariages en solo. Ils offrent aux femmes célibataires la possibilité de se glisser dans la peau d'une mariée, un mariage sans mari. Pour moi, c'est juste le bon moment. Je suis dans le bon âge et je ne veux plus attendre pour porter enfin une robe de mariée. C'est maintenant ou jamais, c'est très important pour moi. Mais je n'ai pas forcément besoin d'un partenaire. Ce n'est pas comme si mon âme allait rester enchaînée sur Terre après ma mort si je n'ai trouvé personne. Selon les statistiques, un Japonais sur deux de moins de 30 ans n'a jamais eu de rapport sexuel ni de relation de couple. L'amour passionnel semble en voie de disparition au pays du soleil levant. Cela dit, même l'amour le plus fou est immanquablement touché par l'usure, généralement après 2 ans. Le cerveau se remet à penser de manière rationnelle. La vie se normalise. Pour les couples qui ne se sont pas séparés avant, une nouvelle phase commence. Les besoins de tendresse, de sécurité, éclipsent le passionnel. L'hormone de l'attachement, l'ocytocine, a fait son travail. Le sentiment amoureux s'est transformé en amour. Cet amour n'est peut-être plus aussi bouleversant, mais il est plus sain. Les personnes engagées dans une relation harmonieuse sont moins souvent malades et ont en règle générale une alimentation plus équilibrée, même si elles ne mangent pas forcément moins. Les études montrent qu'une vie de couple prémunit contre les maladies cardiovasculaires. Le toucher réduit le stress, ralentit le pouls et fait baisser la tension artérielle. Il paraîtrait même que s'embrasser est efficace contre le rhume des foins. Encore une fois, c'est à l'ocytocine que l'on doit ces nombreux effets positifs sur la santé. Administré en spray nasal, il stimule même la bienveillance. Nous avons demandé à des couples de se disputer en laboratoire. L'ocytocine a en effet orienté dans un sens positif leur comportement conflictuel. Actuellement, nous concentrons d'ailleurs beaucoup plus nos recherches sur ces comportements positifs, parce que nous pensons que la vie d'un couple n'est pas uniquement caractérisée par les conflits. C'est aussi un moyen de découvrir des usages thérapeutiques de l'ocytocine. Si elle a une incidence bénéfique sur notre comportement, elle pourrait contribuer à la cicatrisation des plaies ou à la baisse de notre niveau de stress. C'est ce que la chercheuse a voulu vérifier dans une étude. Elle a d'abord généré de petites cloques sur les bras des 2 partenaires. Normalement, il faut une semaine pour que ce genre de blessure cicatrise. La présence à nos côtés d'un être aimant peut-elle favoriser le processus de guérison? Les volontaires ne le savent pas, mais le spray de monsieur contient de l'ocytocine, tandis que madame reçoit un placebo. Une semaine plus tard, les étonnants pouvoirs de l'hormone se sont manifestés. Ces cloques à elle ont mieux cicatrisé grâce au comportement plus attentionné de son compagnon stimulé par l'ocytocine. Et qu'en est-il de son action sur le stress? Pour le savoir, les chercheurs mesurent le taux de cortisol prélevé dans la salive de personnes volontaires. Résultat, la sécrétion de cette hormone, qui augmente en situation de stress, est bien réduite par l'ocytocine. Nos résultats montrent que le taux de cortisol a en effet baissé quand les personnes testées recevaient de l'ocytocine. Cela pourrait aussi être l'un des mécanismes qui explique ces bienfaits sur la cicatrisation. Grâce à ce mécanisme biochimique, l'amour serait donc en mesure de nous guérir.
Non seulement il rendrait notre vie plus belle, mais aussi plus saine. Les caresses stimulent le système immunitaire et augmentent les défenses. Un vrai médicament. Elles activent des capteurs sous la peau qui vont provoquer la sécrétion d'ocytocine. Mais aussi activer un nerf crânien très particulier, le nerf vague. Il régule l'activité de presque tous les organes internes. Il transmet la peur et le stress, mais aussi l'amour et le contentement. Pour la psychologue Barbara Fredrickson, un nerf vague bien développé est la clé d'une vie saine et remplie d'amour. C'est une voie de communication primordiale entre le cerveau et le cœur. Le nerf vague intéresse beaucoup les médecins parce qu'il donne des indices sur la manière dont le corps régule le système cardiovasculaire, les inflammations ou encore le glucose. L'intérêt des psychologues s'explique parce que le nerf vague prédit notre capacité à réguler l'attention et les émotions. Les personnes qui ont un nerf vague en bon état de fonctionnement possèdent de meilleures capacités sociales. Barbara Fredrickson étudie l'effet des émotions positives sur le nerf vague. Hello. Hi. Thanks for being in our study. David here will be taking the final measurements. La chercheuse pense qu'il est possible de s'entraîner à faire fonctionner le nerf correctement. Deux valeurs permettent de vérifier son bon fonctionnement: la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire. So this is what our data looks like. We can zoom in and here you can see really nice respirations. On mesure l'intervalle entre deux battements de cœur et entre deux inspirations. Le cœur a intérêt à accélérer les battements quand on inspire, puisque c'est à ce moment-là que le sang est fraîchement oxygéné. Et dans un même souci d'efficacité, il vaut mieux qu'il ralentisse son activité au moment de l'expiration, puisqu'il y a moins d'oxygène frais dans le sang. Chaque cœur possède sa propre cadence. Et on a longtemps pensé qu'elle ne variait pas au fil du temps. Or, nous savons aujourd'hui qu'il existe un certain nombre d'exercices qui peuvent améliorer le fonctionnement du nerf vague. La pensée positive, par exemple. Nous pouvons ainsi penser à un joli paysage, à notre animal de compagnie ou à une personne que l'on aime. Tout cela véhicule de l'amour. Le meilleur exemple de ces micro-moments d'amour, c'est le sourire d'un bébé. Il n'est même pas nécessaire qu'il soit notre bébé, et ça peut être n'importe où. C'est un vrai geste santé, au même titre que la consommation de fruits et légumes ou l'activité sportive. D'autant plus qu'on peut les pratiquer tout le temps, et n'importe où. L'amour, ce n'est donc pas seulement celui avec un grand A. Ce sont aussi tous ces instantanés positifs qui font que notre vie mérite d'être vécue. Mais l'amour, c'est aussi la souffrance et la douleur. Un chagrin d'amour, un deuil, nous donne la sensation d'avoir le cœur brisé. L'expression est à prendre au sens littéral, puisque la médecine a identifié le Broken Heart Syndrome, le syndrome du cœur brisé. Il peut être mortel. Il présente les mêmes symptômes qu'un infarctus. Le cœur s'arrête subitement de battre correctement. Le syndrome touche particulièrement les femmes ménopausées. Elisabeth Pompili a failli en mourir. Elle a perdu son compagnon il y a 1 an. Sa mort a ravivé les terribles souvenirs d'un accident vieux de 20 ans. En 1998, il y a eu le crash d'avion à Halifax, au Canada. Ma fille, qui travaillait à bord, était parmi les victimes. Ça a été évidemment un choc. C'était tellement brutal.
Mon mari était complètement effondré et il a fallu que je sois d'autant plus forte. Je ne pouvais pas me permettre de craquer. Peu de temps après la mort de sa fille, c'est son mari qui décède d'un cancer foudroyant. Et la perte de son nouveau compagnon il y a 1 an a définitivement brisé le cœur d'Elisabeth Pompili. J'aimais ma fille, j'aimais mon mari et j'aimais mon compagnon. Je les ai perdus tous les 3. Je ne suis pas la seule à qui ce soit arrivé. Mais chacun s'en sort comme il peut. Son cœur n'a pas suivi. À l'hôpital, les médecins pensent d'abord à un infarctus, mais le cathétérisme cardiaque leur réserve une surprise. Les artères coronaires de la dame de 83 ans sont en parfaite santé. Le cœur a lâché pour une autre raison, un Takotsubo. Cette maladie rare a été décrite pour la première fois au Japon. Il s'agit d'une sorte de paralysie du grand muscle cardiaque, ce qui empêche le cœur d'irriguer suffisamment de sang dans le corps. Le cœur d'Elisabeth Pompili a souffert de chagrin. Le Takotsubo est une maladie où les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, sont d'abord générées dans la tête avant d'être transmises au cœur. Le mécanisme pathologique exact n'est pas connu pour l'instant. Nous partons du fait qu'il s'agit d'une réaction de stress exacerbée qui passe du cerveau au cœur, ce qui provoque probablement un micro-trouble de la circulation au cœur, qui entraîne à son tour une contraction. Les derniers résultats montrent que le cœur d'Elisabeth Pompili a fini par se remettre de ce chagrin. Et elle est même retombée amoureuse. Avec mon partenaire qui a 2 ans de plus que moi, nous sommes à un âge où nous savons qu'il peut se passer quelque chose à n'importe quel moment. Mais nous avons décidé de profiter du moment présent. Je ne me demande pas ce qui se passera demain ou après-demain. Ça ne sert à rien. Il faut vivre tant qu'on est en forme. Le quotidien peut mettre l'amour à rude épreuve. Ou quand les luttes de pouvoir et les reproches remplacent le désir et la tendresse. Les conflits tournent généralement autour des mêmes sujets récurrents. À Seattle, la dispute conjugale est un objet d'étude scientifique. Au Love Lab, le laboratoire de l'amour, Carrie Cole enseigne aux partenaires l'art de bien se disputer. La psychologue a déjà formé des centaines de couples. Elle-même croit en l'amour éternel. J'y crois dur comme fer. Mes parents étaient mariés depuis 58 ans quand mon père est mort. Il a toujours été son chevalier servant et elle sa princesse. Donc oui, j'y crois. Et je crois que la manière dont nous parlons aux autres, comme nous les traitons, joue un rôle considérable. Laurie et Jeff sont en couple depuis près de 20 ans et aimeraient bien le rester. Mais leur grand amour semble s'être égaré en cours de route. Je me rends compte que notre amour est passé à l'arrière-plan. Je ne veux pas aller jusqu'à dire qu'il s'est atrophié, mais on a parfois du mal à le retrouver. Est-ce que je suis amoureuse de Jeff? Je ne sais pas. J'aime Jeff. Le quotidien peut être très prenant quand on a des boulots stressants, des enfants et une maison dont il faut s'occuper en permanence. On a rarement le temps de marquer une pause, d'écouter son partenaire, d'être attentif à l'autre et de cultiver la relation. Durant 8 heures, Laurie et Jeff seront sous observation. Leur première tâche, raconter pourquoi ils sont tombés amoureux. Tu étais différent des autres à la fac. Moins superficiel. Laurie avait un sourire qui n'était pas comme les autres. Elle m'a énormément attiré.
dès le premier jour où je l'ai vu. Mais aujourd'hui, Laurie souffre parce que Jeff se replie sur lui-même. Je t'entends beaucoup dire « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Tu es très angoissé parce que tu veux que les choses se passent exactement comme tu les imaginais. Je réagis à ça en me repliant sur moi. Je pense que c'est important de quitter sa zone de confort, de se mettre dans des situations où l'on sait qu'on peut uniquement avancer si les deux disent ce qu'ils ont vraiment sur le cœur. Je me sens paralysée. Et ça ne me plaît pas du tout. Ce n'est pas le modèle que je veux offrir à mes filles. Je veux qu'elles soient témoins d'une vraie relation, avec de l'amour, des conflits, de la complicité. Préparatifs pour la dispute. Laurie et Jeff sont câblés avant de commencer leur entretien de crise au Love Lab. Les électrodes vont mesurer leur énervement et ce qui déclenche les montées de colère et de stress. Carrie écoute et observe attentivement. À l'aide des données enregistrées, elle établira une analyse précise de la dispute. Pour cela, elle se servira aussi de ce qu'elle a pu lire sur les visages. Elle traque leurs moindres signes d'énervement et de mépris. D'un couple à l'autre, les caractéristiques du conflit ne varient pas beaucoup. Souvent, on campe sur ses positions sans trop savoir pourquoi. Jeff, vous avez dit à un moment, « Je ne sais même plus pourquoi on s'engueule, je parie que ce n'était rien. » Et vous avez raison, les couples se disputent à propos de rien. Mais ce rien représente pour chacun quelque chose d'important. Et c'est ça qu'il faut découvrir. Au-delà des raisons de la dispute, il est essentiel de comprendre comment on se dispute. Le fondateur du Love Lab, John Gottman, distinguait 4 erreurs majeures qu'il appelait les cavaliers de l'Apocalypse. La critique, l'attitude défensive, le repli sur soi et le mépris. Ces 4 cavaliers de l'Apocalypse sont les tueurs du couple. Quand on en repère ne serait-ce qu'un seul, on sait que le couple est gravement menacé et qu'il faut intervenir. Le plus destructeur des 4, c'est le mépris. C'est de l'acide sulfurique pour une relation. Les expressions de mépris n'annoncent rien de bon. Ça peut être un roulement des yeux pendant que l'autre est en train de parler, ou un mouvement de bouche. Chez certaines personnes, le mépris s'affiche sur le visage. Séance d'auto-analyse pour Laurie et Jeff, qui ne manquent pas de repérer l'un ou l'autre des cavaliers de l'Apocalypse dans leurs échanges. Les 3/4 du temps, nous ne sommes pas réceptifs aux paroles de l'autre. Nous sommes grognons ou fatigués. Et dans ces situations-là, on n'est plus maître de ses émotions. Dans ce cas, il faut se reprendre, s'excuser, expliquer qu'on s'est mal exprimé, qu'on a besoin d'une pause, que ça ne va pas très bien en ce moment. Pour Laurie et Jeff, la vraie thérapie commence maintenant. Mais ce premier jour leur a redonné espoir. J'ai l'impression que le fait de parler a recréé un début de lien entre nous. Comme si ça avait enlevé au moins quelques couches d'enlisement et de lassitude. Parfois, c'est bien d'avoir un peu d'aide pour arriver à y voir plus clair et réfléchir comment rester soudés et ne pas s'éloigner l'un de l'autre. Beaucoup de couples souffrent aussi d'un manque de proximité corporelle. Il est naturel que l'attirance érotique diminue au cours des 5 premières années. Mais la disparition complète du désir sonne bien souvent la fin de l'amour. Certains patients se plaignent du manque de sexe, d'autres qu'il y en a trop,
Certains y pensent tout le temps, d'autres font un blocage. C'est à chaque couple de déterminer ses besoins. Ça peut être une fois par mois, une fois par semaine ou 3 fois par semaine. On peut s'aimer sans se désirer, mais la plupart des couples sont attachés à préserver la passion des débuts. À raison, disent les sexologues, rien ne sécrète autant d'ocytocine que l'activité sexuelle. La sexualité a le potentiel d'éveiller des émotions et des sensations extrêmement fortes, chez les hommes et chez les femmes. C'est évidemment très variable d'une personne à l'autre, mais quand il y a une vraie entente sexuelle, nous savons que ça consolide la relation, tout en activant aussi le système de récompense. On éprouve une sensation de bien-être, d'intimité, de sécurité même. L'ocytocine va conduire les couples à être plus affectueux et peut même changer leur ressenti de l'amour physique. C'est ce qu'a observé Tilman Kruger en administrant de l'ocytocine à des couples. L'ocytocine peut faire changer des choses, mais pas non plus au point de démarrer le désir sexuel. Les couples de notre étude ont affirmé que le rapport sexuel avait été d'une autre qualité, éventuellement plus intense et aussi plus intime. Mais personne n'a relaté que cela avait augmenté le désir sexuel. Ce n'est donc en aucun cas une sorte d'aphrodisiaque. La nature n'avait sans doute pas prévu que les humains resteraient en couple une fois leurs descendants devenus autonomes. Mais aujourd'hui, on aimerait pouvoir retenir l'amour pour toujours. Un jour, peut-être, une pilule de l'amour sera en mesure de réveiller les passions éteintes. Brian Earp est bioéthicien et il s'interroge sur l'opportunité de donner à des couples en bonne santé une pilule pour faire durer l'amour. Plus nous en saurons sur la neurochimie de l'amour, plus nous serons à même de l'influencer. Ce constat, personne ne l'avait encore fait. À l'avenir, nous serons peut-être en mesure de manipuler ce mécanisme, c'est-à-dire de concevoir une vraie pilule de l'amour. Mais ça soulève d'importantes questions éthiques. Selon Brian Earp, cette pilule pourrait être utile dans certains cas. Caresser, masser, étreindre, avoir un orgasme, tout cela stimule de manière formidable la production d'ocytocine dans notre corps. Mais certaines personnes, par exemple, ne sont pas du tout tactiles, même dans leur couple. Elles ont du mal à produire les gestes qui favorisent la sécrétion d'ocytocine. Là, un apport artificiel d'ocytocine pourrait s'avérer bénéfique. Mais Brian Earp pense qu'il existe pour cela une substance bien plus efficace que l'ocytocine. J'ai été de moins en moins convaincu par les études sur l'ocytocine, parce que je trouvais les résultats assez peu concluants ou peu fiables. L'ocytocine a peut-être des effets positifs, mais ils paraissent plutôt limités. En revanche, il existe une drogue qui était déjà très répandue dans les années 1980, la MDMA. C'est le principe actif de l'ecstasy qui est consommé pour ses effets récréatifs. Avant d'être interdite, la MDMA était utilisée par des psychologues pour les thérapies de couple. Le psychologue new-yorkais Ingmar Gorman fait partie d'une équipe de recherche strictement encadrée et autorisée à mener des thérapies à l'aide de drogues psychédéliques. Il teste l'ecstasy auprès de personnes en état de stress post-traumatique et incapables de construire une relation, comme les vétérans de guerre. La MDMA a des effets très divers. En général, les consommateurs ressentent une forme de bien-être. Certains se déclarent aussi moins anxieux. C'est justement l'anxiété qui empêche les victimes de traumatisme d'avoir des sentiments. Ils ont beaucoup de mal à parler de leur traumatisme, parce que ça le réactive et fait revenir les angoisses.
La MDMA pourrait les aider à se sentir plus en sécurité pendant un certain temps. Cela leur permettrait d'une part de renouer avec leurs souvenirs, leurs émotions, leurs pensées, et d'autre part de nous en parler, et ainsi d'interagir à nouveau avec quelqu'un. Cette thérapie sous MDMA est donc une combinaison d'introspection et d'interaction sociale. Au sein d'un couple, une telle pilule pourrait redonner au partenaire la capacité de communiquer. Les magazines et les livres de développement personnel sont remplis de conseils pour rallumer la flamme. Aller passer des vacances sexy, faire ci ou faire ça. Ça répond manifestement à une vraie demande. Beaucoup de couples cherchent à retrouver des sensations que les années ont progressivement effacées. La chaleur, la complicité, l'attachement. Certains se lancent dans une thérapie. Bref, les gens semblent prêts à tout essayer. Alors pourquoi ne pas proposer un remède supplémentaire? Il peut être utile à un couple, tout comme il peut s'avérer dangereux. Mais ça, c'est vrai pour n'importe quel médicament. Avec ou sans médicaments, la question de savoir comment préserver l'amour risque d'occuper encore longtemps la recherche. Une chose du moins est certaine, l'amour est fragile. Il faut en prendre soin et l'attiser régulièrement. Aimer, c'est vital. C'est aussi quelque chose de merveilleux et de très personnel. Au début, il y a la passion, puis le plaisir. Il faut donc faire en sorte de garder cette passion éveillée. On peut vivre sans amour, mais on vit moins bien qu'avec.